Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo très précieuse, très particulière pour moi, tellement particulière que j'ai fait vous dire bonjour au lieu de hey alors que je dis jamais bonjour, mais j'ai l'impression de devoir être solennelle pour vous parler de ce bouquin, pour lui rendre honneur comme il le mérite. Merci déjà d'avoir cliqué sur cette vidéo parce que ça compte beaucoup pour moi. Et désolée si vous entendez le bruit du ventilo, mais en fait c'est tout simplement impossible pour moi de tourner sans ventilo parce qu'il fait 55 degrés dans ma chambre et j'ai envie de venir à bout de cette vidéo sans crever. J'espère que ça s'entend pas trop, surtout que ce roman-là mérite toute votre attention. Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter en profondeur The Poet Empress de Shan Tao, ici publié chez les éditions Bramble. C'est l'édition en VO, en édition anglaise. Malheureusement pour l'instant il n'y a pas de publication en France à l'heure où je tourne cette vidéo, mais j'ose espérer qu'il y en aura une prochainement parce que il y a tout cet engouement autour de la fantasy, d'inspiration asiatique, donc pourquoi pas. Mais sinon pour les gens qui peuvent plus ou moins lire en anglais, je trouve que le niveau d'anglais ici est assez accessible si ça vous intéresse, surtout que ça vaut le coup quoi. En retravaillant un peu sur ce roman pour vous faire cette vidéo, ça m'a rappelé à quel point ce roman c'était un condensé, un cocktail parfait pour me faire passer la meilleure expérience de lecture ever. Déjà une fantaisie d'inspiration asiatique, ça j'aime trop, des complots politiques, des intrigues de cour impitoyables, cruelles, une vibe quand même très poétique, une héroïne forte, ambitieuse, courageuse, avec du female rage aussi, un personnage masculin moralement bousillé qui m'a fait perdre tous mes repères, des révélations déchirantes, des relations familiales, une relation fraternelle. Je vais en parler à la fin pour garder le meilleur morceau pour la fin parce que c'est vraiment ce qui m'a le plus bouleversée dans ce roman. Une fin, je vais en parler également brièvement à la fin de la vidéo sans vous spoiler, mais il fallait que j'en parle, il faudra que j'en parle. Tout un propos autour de l'amour, mais l'amour avec un grand A, et il n'y a pas de romance, parce que moi j'aime bien quand il n'y a pas de romance, mais en fait on peut voir ça sous le prisme de la romance, ça dépend de vos interprétations, mais sinon c'est une romance en fait très pragmatique quoi, et c'est un propos sur l'amour. Voilà, je vais essayer de vous en parler du mieux possible. Mais déjà, je vous ai donné un peu les grandes lignes de ce qui fait la saveur tellement incroyable de ce roman-là, pour les gens qui voulaient un peu un aperçu plus condensé de la tournure de la vidéo. J'ai un peu organisé la vidéo par thème. D'abord, j'ai un peu vous parler de la politique. Ensuite, on va plus s'immerger en profondeur dans ce milieu à travers la condition des femmes. Ensuite, je vais vous parler de l'accès à la littérature, qui est un propos assez important dans le roman. Je vais parler ensuite de Teren, qui est l'anti-héros masculin. Ça a l'air très décousu comme ça, mais je vous jure que j'ai travaillé mes transitions normalement. Après, on verra à l'oral, peut-être que ça va pas trop le faire. Je verrai, pardonnez-moi. Ensuite, je vais vous parler de la vibe très poétique. Et enfin, je vais finir avec les relations. La relation entre Wei et Teren, donc l'héroïne et l'anti-héros. Et ma relation préférée ever de tous les temps, la relation fraternelle, enfin les deux relations fraternelles, mais plus particulièrement celle des deux frères, enfin bref, voilà. On en parlera de manière plus posée, plus approfondie. Mais déjà pour commencer, évidemment, le résumé. Donc on se situe dans un empire d'inspiration chinoise, un empire qui est en crise, d'une part parce qu'on a la famine et la misère qui sévissent chez les plus démunis. Après le pouvoir, apparemment il s'en fout un peu, mais ce dont il s'en fout un peu moins, c'est la guerre civile qui pourrait potentiellement se déclencher au sein de ce cercle politique, puisqu'on a l'empereur actuel qui est un peu sur son lit de mort, en tout cas il est très très malade, et il va désigner comme son futur successeur son deuxième fils, Teren, plutôt que son premier fils, Maro. Et donc forcément, ça va exacerber des tensions qui existaient déjà entre les deux frères au nom du pouvoir. Et donc il va peut-être avoir une guerre civile, une guerre fratricide qui va se déclencher. Et au milieu de ça, on a Wei qui est notre jeune héroïne qui elle, elle vit dans la misère avec sa famille. Et un jour, l'Empire va passer une annonce pour recruter des concubines pour le futur empereur, pour Teren. Le problème, c'est que Teren a une réputation assez horrible. Il est décrit comme un tyran, comme un être sadique qui règne par la violence et par le sang. Mais Wei, elle se laisse pas abattre parce qu'elle se dit que devenir concubine, en fait, c'est la seule solution pour gagner en influence et de l'argent pour pouvoir en envoyer à sa famille, la sortir de sa misère, pour également aider son village et pour notamment permettre à son petit frère Bao d'accéder à l'éducation parce que voilà, il faut de l'argent pour aller à l'école et elle a envie de lui offrir l'avenir qu'il mérite. Devenant concubine, elle va être entraînée dans les intrigues de cour,
dans les problèmes de rivalité et être entraînée également en enfer aux côtés de Teren. Et en fait, elle subit tellement qu'elle en peut plus de Teren. Elle a songé à le tuer, quoi. Le problème, c'est que Teren, il a l'air invincible. Parce que d'une part, il a un pouvoir magique quand même ultra badass, mais assez effrayant. En fait, il a le pouvoir de créer des épées, d'innombrables épées, de contrôler des lames également. Et du coup, c'est assez creepy, assez violent comme pouvoir. Et également, il s'est dressé autour de lui un bouclier magique perpétuel qui part toutes les attaques. Donc, il a l'air totalement invincible. Donc ouais, voilà, elle va faire des recherches et elle va découvrir un sort qui pourrait venir à bout de ce tyran. C'est un sort basé sur la poésie. En fait, ça consiste à écrire un poème d'amour pour tuer la personne à qui c'est destiné. Donc tu vas écrire un poème d'amour qui va parler de cette personne-là, où tu vas infuser tout ton amour, toute ta tendresse que tu éprouves pour cette personne, parce que du coup tu vas le décrire dans toute sa beauté, en tout cas le décrire le plus fidèlement possible. Et grâce à ça, tu vas peut-être pouvoir atteindre son cœur en quelque sorte et le tuer. Et donc Wei, elle n'a pas vraiment d'affection pour lui pour l'instant, donc elle va être forcée de se plonger dans son passé, de récolter des informations sur son histoire et voir comment il en est arrivé là, pourquoi il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc ça c'est le résumé. Et sans plus tarder, parce que j'ai pas préparé de transition entre le résumé et la première partie, j'aimerais vous parler de l'environnement politique. Alors dès le début, on a l'impression que le paysage politique semble impitoyable, glaçant, avec un pouvoir qui est très centré sur les mêmes, qui laisse les paysans les plus pauvres mourir. Parce que dès la première scène, c'est une scène qui est assez effroyable parce que on voit la famille de Wei enterrer la petite sœur de Wei qui vient à peine de naître. Et donc Wei, elle va prendre les choses en main en accédant au cercle politique, en devenant concubine, parce qu'elle voit là comme le seul moyen pour redresser la situation de sa famille et de son village. Le truc c'est qu'en se plongeant dans la cour, et elle va faire face à un système qui est rude, qui est impitoyable. Et je trouve que l'autrice le montre très bien à travers des mises en scène graphiques de traditions qui sont perpétuées pour exécuter ou pour punir celles et ceux qui bousculent un peu trop le pouvoir. Et donc il y a des mesures très drastiques qui sont prises, qui sont exécutées, et ça fait froid dans le dos. Et le truc avec Wei, c'est que elle se situe dans une situation assez particulière parce que, en fait, je vous l'ai pas dit, mais elle va apprendre à lire et à écrire en cachette, ce qui est donc prohibé chez les femmes à cette époque-là. Et elle va apprendre à lire et à écrire notamment pour écrire ce poème d'amour pour vaincre Teren et donc le futur empereur. Et donc elle prépare un assassinat qui est contre le pouvoir. Et donc comme t'es avec Wei, t'as l'impression de constamment être sur tes gardes, de toujours réfléchir à tes prochaines décisions, de constamment garder un esprit stratégique. Et du coup ça m'a vraiment maintenue en haleine. Et pour protéger ces objectifs-là et pour les cacher, Wei, t'as l'impression qu'elle est forcée d'adhérer à ce fonctionnement toxique de la politique où tu dois passer à l'offensive avant qu'on t'attaque parce que si tu prends pas de mesures drastiques toi-même, les gens vont te percevoir comme faible, comme une cible parfaite, une cible facile et du coup ils vont s'en prendre à toi et ils vont te destituer de ton pouvoir. Et du coup ouais, elle est obligée en fait parfois de composer avec de nouvelles valeurs qui sont plus déshumanisantes et elle est dans ce dilemme perpétuel entre ses valeurs héritées de sa famille qui prônent surtout l'empathie, la bonté, la tolérance, et les valeurs de ce milieu politique qui sont plus impitoyables, qui considèrent la gentillesse comme une preuve de faiblesse. Et cet environnement politique, ça semble très oppressant, d'autant plus que ça paraît inaltérable. En fait, t'as l'impression d'être englué dans des traditions qui sont immémorielles, qui t'empêchent de prendre ton destin en main, de changer ton destin. Et en fait, tu vas avoir des personnages qui vont se démener, qui vont essayer de faire valoir leurs aspirations individuelles, mais en fait il y en a beaucoup en fait qui vont être enterrés, qui vont être écrasés sous le poids du devoir des traditions, notamment la tradition du fratricide, parce que en fait t'as l'impression que Maro et Teren n'ont pas le choix, n'ont pas d'autre choix que de s'entretuer s'ils veulent accéder au pouvoir, parce que dans l'histoire de leurs ancêtres, il y a souvent eu des fratricides. Leur père, par exemple, a accédé au pouvoir, notamment en tuant ses propres frères, donc t'as l'impression que c'est pas possible d'être indulgent, de faire des compromis, et donc il y a des valeurs comme l'honneur, comme la noblesse d'âme, comme la loyauté qui sont sacrifiées au profit notamment d'une normalisation de la souffrance au nom du pouvoir, que ce soit en faisant souffrir les autres ou nous-mêmes, parce que t'as l'impression que t'es obligé d'écraser l'humain en toi pour survivre et pour accéder au pouvoir, et que t'es obligé en fait d'accéder au pouvoir si tu veux survivre. Et tout ce côté fataliste qui évidemment ça va engendrer des monstres comme Teren. Mais Teren, je vais en parler plus tard parce que j'ai envie de lui consacrer une partie parce que c'est un personnage qui m'a vraiment bouleversée. Et puis ce milieu politique instaure également un ton qui est, je trouve, très pragmatique des choses, avec une absence de sentimentalisme.
en fait à des alliances, à des relations qui se font sur la base de gains mutuels. Voilà, c'est toujours à but intéressé. Tu sens qu'il peut y avoir des tentatives de trahison. Après, il y a des relations amicales vraiment pures, mais c'est très ténu en fait, c'est très secondaire. Après, ça offre des moments qui sont assez doux, qui sont assez sereins, mais tu sens que la tension prend constamment le dessus et qu'à tout moment ça peut basculer pour le pire et que tu sais pas où va survenir le danger. Il y a également une critique autour de la grandeur de ces personnes d'en haut, à travers notamment, je trouve, le point de vue de Wei, ce que j'ai trouvé très intéressant au début, donc c'est pas vraiment un spoil, mais au début quand Wei elle voit pour la première fois quasiment l'un des fils de l'empereur, il y a un peu cette aura de grandeur, cette aura assez impressionnante, mais c'est pas charismatique, c'est pas décrit de manière glamourisée, genre il y a même pas de description physique. Wei elle trouve plutôt que le pouvoir les distancie du bas peuple entre guillemets, enfin des gens normaux, et ça les déshumanise, ça les rend très évanescents. Et en fait ça montre déjà que Wei elle va pas s'intéresser à eux par cette aura là, elle va chercher à creuser plus en profondeur dans cette quête de vérité pour vraiment voir pourquoi ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, quelle est leur âme en fait. Je sais pas comment dire, mais il y a un côté assez profond des choses. T'as accès à ces personnes d'en haut, pas grâce à leur carrure, à leur charisme ou quoi, mais grâce à quelque chose de plus humain et de plus poignant. Et on y voit également une critique de la grandeur parce que tu vois à quel point la grandeur qui est dépeinte, elle tient à rien. En fait, elle est dépeinte par une histoire qui est écrite de manière subjective, qui peut se baser sur des rumeurs qui se fondent sur rien, qui se fondent sur des petits trucs et qui peuvent prendre des proportions indécentes parce qu'on est dans un monde qui est dur, on s'en fout un peu de la vérité parce que les mensonges sont également des moyens pour écraser les autres. Du coup, on se retrouve dans un milieu qui est brouillé par des rumeurs, par des traditions qui sont lourdes à porter, avec voilà ces traditions de fratricide, avec des étiquettes qu'on colle sur les gens. Et il y a différentes manières de réagir face à ces rumeurs-là. Par exemple, Maro, qui est le premier fils de l'empereur, lui, il essaye de gagner la confiance pour gagner en influence et pouvoir accéder au pouvoir. Et du coup, lui, bah, il doit faire attention au jugement extérieur, à voir comment il est perçu, et il doit composer avec, alors que Wei, elle, ou alors même les femmes, elles peuvent retourner les préjugés qu'on a d'elles pour notamment cacher leurs ambitions et agir sur le pouvoir dans le dos des souverains. Donc j'aimerais m'immerger un peu plus en profondeur dans le milieu politique à travers la condition des femmes qui, bah, vous l'avez deviné, dans ce système très traditionnel, très patriarcal, c'est pas très évident. Et sans de véritables surprises, on va assister à un contrôle absolu des femmes, de leur corps, de leur sexualité. Et par ailleurs, c'est un contrôle qui s'exerce également sur les hommes avec ce devoir de reproduction pour perpétuer la lignée des souverains. Et donc les femmes ont un devoir à remplir, une conduite exemplaire à avoir. Et en fait, c'est tellement dicté que, encore une fois, ça rejoint cette absence de sentimentalisme. En fait, on a l'impression que les sentiments n'ont pas lieu d'exister, en tout cas n'ont pas la place d'éclore, de s'épanouir, de prendre leur temps, de grandir. Du coup, il y a une approche des histoires d'amour qui est, je trouve, assez froide et assez terre à terre, dans le sens où les histoires d'amour, le mariage c'est considéré comme une manière pour subvenir à tes besoins primaires, comme une manière pour gagner de l'argent et te nourrir et pas forcément pour avoir une vie heureuse. Et ouais, en fait, elle voit le mariage, et les femmes aussi, elles voient le mariage, elles voient l'ascension en tant que concubine à travers ces objectifs-là pour survivre et pour vivre aussi. Et le fait d'endurer autant de temps, bah, ça va également nourrir la faim de pouvoir chez les femmes. Et donc on va assister à une concurrence rude entre les concubines, notamment entre Wei et les autres concubines, parce que Wei, bah, c'est une situation assez particulière parce qu'elle, elle a pas d'influence et du coup on comprend pas comment elle a réussi à accéder à un rang aussi haut en tant que concubine. Du coup elle va voilà, attiser l'animosité des autres femmes, et en plus on a une hiérarchie assez codifiée entre les concubines. On a l'impératrice, on a la concubine deuxième du nom, un truc comme ça, et ça rappelle pas mal bah, la hiérarchie entre les fils de l'empereur. Donc en fait bah, ça exacerbe cette envie de rivalité où on va essayer de changer notre destin, mais en appliquant les règles qui nous sont données, des règles qui peuvent nous déshumaniser. Et en fait, il y a des gens qui vont repousser leurs limites et qui vont s'émanciper de certaines limites morales. Et bref, voilà, c'est horrible. C'est ça en fait qui m'a frappée, c'est cette absence de limite pour le pouvoir, notamment chez les femmes.
En fait, d'un côté, c'est un peu... J'aime bien... En fait, j'aime trop voir les femmes... Je crois qu'on s'appelle ça les femmes unhinged, un peu en mode female rage, en mode elles ont plus de limites, elles sont ambitieuses, elles savent se battre, enfin se défendre et acquérir du pouvoir et faire leurs preuves. Et en fait, c'est assez riche parce que ici, un personnage féminin peut faire autant preuve de sororité que de cruauté, que ce soit envers les hommes ou envers les femmes. Enfin, en général, surtout envers les femmes, parce que du coup, bah, les hommes ici sont inaccessibles et du coup, elle doit se battre un peu dans la cage dans laquelle elles sont. Un côté un peu cathartique parce qu'on voit Wei, par exemple, qui va gagner un peu en aspiration, qui va nourrir son ambition du pouvoir parce qu'une fois qu'elle a goûté au pouvoir, voilà, ça a une saveur assez rafraîchissante, mais elle prend le risque également de se déshumaniser entre guillemets. Et d'un côté, bah, c'est un peu amer parce que bah, tu les vois se battre entre elles, c'est pour correspondre à un idéal patriarcal. Mais il y a quand même un côté satisfaisant parce que comme j'ai dit, Wei, elle va se cacher, en fait, elle va utiliser les préjugés qu'on a d'elle, le fait qu'elle est une femme issue du bas peuple, du coup une fille qui est ignorante, qui est inconsciente, qui a rien dans la cervelle, qui est inoffensive. Elle va retourner ses préjugés contre les esprits étriqués qui le pensent pour cacher ses ambitions et pour pouvoir bah, placer ses pions en fait et avancer sur l'échiquier et faire de cette image de faiblesse qu'elle renvoie une force. Et on va également parler de la place des femmes dans l'histoire qui est écrite parce que bah, les femmes sont très négligées dans la manière dont est écrite l'histoire parce qu'on pense que les femmes n'ont aucun rôle, n'ont aucune influence sur la tournure des événements. Et cette façon de raconter l'histoire de manière tronquée, bah, ça vient également du fait que bah, les femmes n'ont pas accès à l'éducation, n'ont pas accès à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, et donc elles n'ont pas l'occasion de parler de leurs forces et de leur savoir, et donc elles sont réduites à leurs conditions à cause du sexisme ordinaire des hommes. Mais du coup, dans ce monde où l'histoire a une place très importante, avec ce jeu de rumeurs, de complots politiques, de savoir, et bah la littérature, ça va agir comme une véritable arme. L'accès à l'éducation, à la littérature, c'est un thème qui est assez prégnant dans ce livre parce qu'on va voir à quel point c'est tragique en fait de priver bah, les femmes notamment d'éducation, de l'accès à la littérature parce que on les empêche d'accéder à la connaissance et donc on les empêche d'être indépendantes. Elles dépendent du savoir des hommes qui peut être assez biaisé et on les empêche également d'exprimer leur histoire, de les inscrire pour les générations futures et donc c'est comme si elles n'existaient pas. Il y a vraiment ce rapport à l'histoire et au fait de laisser une trace dans l'histoire qui est assez présent dans le livre également. Et c'est également le cas bah, des pauvres, des paysans qui n'ont pas d'argent pour accéder à l'éducation, donc il y a vraiment une discrimination autour de ça. Et ça prive également les gens d'un accès à l'imaginaire à travers la littérature, et parce qu'en fait dedans l'imaginaire a un pouvoir vraiment très fort. Le fait de réussir à s'imaginer un ailleurs, de pouvoir imaginer de nouvelles contrées, de pouvoir se projeter au-delà de sa condition, bah, c'est quelque chose qui est également assez important dans ce livre, qui est assez significateur par rapport à ce qui se passe dans l'histoire. Et ouais, en apprenant à lire, à écrire, elle va prendre le contrôle sur le savoir, elle va mieux saisir les enjeux, les complots politiques pour y prendre part de manière discrète et influencer certaines évolutions. Après, moi, c'est un truc, j'ai eu un peu du mal à y croire, c'est qu'elle apprend très vite à lire et à écrire. Alors que moi, ça fait des années, je galère beaucoup en chinois. Et après, c'est peut-être parce que c'est sa langue natale, parce qu'elle le parle. Mais moi, je parle un peu le vietnamien et j'ai grave du mal à apprendre le vietnamien. Elle apprend en, je sais pas, en quelques semaines, en quelques mois. Donc voilà, ça, j'ai trouvé ça pas très réaliste. Mais après, il fallait que l'histoire avance, hein, évidemment, parce que c'est un one-shot. Mais bon, j'étais très jalouse d'elle. Et vraiment, petite parenthèse sur Wei, mais Wei, comme héroïne, je l'ai adorée. J'ai adoré la suivre. Elle est courageuse, elle est résiliente, elle est ambitieuse, elle a une force d'esprit, mais c'est incroyable. Et franchement, c'est badass. J'ai adoré la suivre, j'ai adoré voir ses décisions également. Elle a ce côté très pragmatique que j'ai vraiment aimé. Donc voilà, en fait, ça rejoint bah, cette absence de sentimentalisme, comme je l'ai dit et répété. Et franchement, j'aime trop. Ça peut sembler assez froid, mais en fait, il y a également ce côté très tendre que je vais développer plus tard à travers sa relation avec son petit frère. Mais ouais, c'est vraiment un personnage fort. Et ça me maintenait en haleine de voir, de deviner si elle allait basculer dans le côté obscur du pouvoir, si elle allait vraiment se laisser bouffer par cette ambition, parce que c'est tellement agréable. Et du coup voilà, en fait, elle subit des remous dans sa psychologie, et ça c'était vraiment trop cool, ça la rendait encore plus humaine. Mais en même temps, bah, je pouvais pas m'empêcher de l'admirer, parce que vraiment elle fait des trucs tellement... Waouh, il y a une scène qui vient la scène du bambou. Voilà. Je pose ça là et quand vous lirez, vous comprendrez. Et donc, l'écriture et la littérature sont des choses très importantes parce que bah, c'est ça qui permet d'écrire l'histoire et on voit à quel point l'histoire, en fait,
ça peut être basé sur des rumeurs, sur des choses qui lissent la réalité de ces nuances. Et en plus, c'est écrit à travers des perspectives très biaisées, parce qu'on va surtout parler, par exemple, du prestige des gens par rapport au pouvoir, par rapport à leurs ambitions politiques, etc. Et pas forcément pour eux en tant qu'humains. Bah, par exemple, les petits gens, bah, on va pas parler d'eux parce qu'ils sont trop, entre guillemets, insignifiants. Et les gens d'en haut, bah, parfois, on va lisser parce qu'en fait, ils sont peut-être trop inaccessibles. On va moins s'intéresser à leur nature humaine qu'à leurs accomplissements en tant que souverain. Et Wei, elle va incarner un peu la jonction des deux, puisque à l'aide de ses connaissances en écriture, c'est comme si elle allait pouvoir faire valoir une nouvelle voie, une nouvelle perspective, en s'intéressant au peuple d'où elle vient, et également en s'intéressant à vraiment ce qui fait l'humain chez le souverain, enfin du coup chez le futur empereur Teren. Et du coup, elle va peut-être pouvoir ouvrir une nouvelle voie vers une nouvelle manière de gouverner. Et notamment dans sa quête pour lever le voile sur l'histoire de Teren, bah, on va voir comment l'histoire d'une personne, ça peut être raconté de plusieurs façons, comment chaque point de vue a sa propre vision, avec peut-être des œillères, avec peut-être des interprétations différentes, et comment l'histoire peut déshumaniser sans rendre compte des nuances. Et donc, bah, c'est là que j'aimerais parler de Teren parce que c'est un excellent exemple. Teren, c'est le MVP de ce roman. Et le M dans MVP, c'est pour dire monstre. C'est un monstre et je l'ai adoré pour ça. En fait, j'ai adoré le détester. Enfin, c'est plus compliqué. Mais en fait, au début, j'avais peur. J'avais peur que on parte sur un peu le cliché du ouais, en fait, il y a des rumeurs atroces sur lui parce qu'il est trop ténébreux, torturé, il est horrible avec les gens. En fait, l'héroïne, elle va apprendre à le connaître et elle va voir qu'il est incompris et qu'il a un passé super triste. Et mais en fait, il est trop gentil, en tout cas avec elle, et il a un côté très doux. En fait, si. C'est un peu vrai, mais, il est effrayant, il est creepy, il est indomptable, il est violent, il est aléatoire, il est instable et il sait faire preuve de vrai sadisme. Il a une manière, par exemple, de s'amuser avec les mœurs et coutumes bah, de son environnement. Il essaie de se démarquer des autres parce qu'il aime personne. Du coup, il va se démarquer un peu de son environnement parce que bah, il subit toutes les traditions et tout. Et il essaie de se révolter, de se rebeller contre ça, mais pas en évitant de les appliquer, mais en les tordant en un jeu pervers. Il va les appliquer, mais de manière très tordue. Il va se rendre encore plus horrible, encore plus cruel que les traditions, que les règles de base, quoi, pour choquer les autres. Et c'est faire preuve de sadisme, en fait, pour jouer avec ces règles-là. Et c'est parce que la violence, en fait, c'est son seul moyen d'expression avec le monde, en dehors d'un autre moyen d'expression qui est la poésie, on va y revenir. Donc vraiment, il m'a effrayée, vraiment il m'a horrifiée, et en fait on sait jamais à quoi s'attendre avec lui, on est toujours sur nos gardes, et comme avec Wei en fait bah tu le crains vraiment. Et puis ensuite on a des percées dans son passé, et là ça m'a déroutée, parce que j'ai rencontré un enfant que j'ai aimé de tout mon amour, vraiment que j'étais prête à tout pour lui, pour cet enfant, je voulais le protéger, le câliner, c'était un enfant tellement solaire et tellement pur, et c'est déchirant et c'est hyper désarçonnant parce que du coup tu dois concilier le fait que c'est la même personne, et évidemment de retour dans le présent t'essayes peut-être de percevoir l'enfant, cet enfant là en lui dans le présent, mais en fait c'est poignant parce que tu te dis même s'il y a cet enfant encore enfoui en lui, mais ça change rien parce qu'il a fait tellement de choses horribles, tu peux pas lui pardonner, tu peux pas dire ouais mais je sais qu'il y a au fond de toi t'es gentil et tout, ouais il y a un côté peut-être qui est encore doux, mais est-ce que ça peut changer quelque chose, tu vois, est-ce qu'on peut lui pardonner comme ça? C'est quasi impossible. Et en fait c'était horrible parce que dans le passé vraiment je vivais ma best life, il m'attendrissait, mais waouh, vraiment il me voilà. Et après tu retournes dans le présent et t'es confronté à un être mais monstrueux, et c'est ça qui était hyper perturbant, et je trouvais que c'était hyper bien fait parce que tu vois comment un enfant peut devenir le produit de cet environnement toxique avec tous les jeux de rivalité, avec ouais ces stratégies de manipulation impitoyables. Et vraiment j'aime trop parce que l'autrice elle nous invite pas, elle nous encourage pas à lui pardonner. En fait, c'est pas un cheminement linéaire. C'est pas parce que on découvre son passé que après il devient gentil à nos yeux. Non, 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 non. Il y a des allers-retours dans son évolution psychologique. C'est même pas une évolution en fait, c'est des va-et-vient. Enfin, c'est un développement, mais un approfondissement psychologique. C'est incroyable parce que un coup
T'as l'impression de te rapprocher un peu de lui, t'as l'impression qu'il s'est calmé et d'un coup il va faire un truc horrible et en fait ça te laisse bouche bée. Mais vraiment parfois j'étais bouche bée d'horreur. Je me disais mais ce mec, mais quelqu'un l'arrête. Il y avait un peu cette impression de fatalité où j'arrivais pas à démêler le nœud des sentiments que j'avais pour lui, avec de l'horreur, avec de l'amertume, avec du dégoût, mais également de la tendresse, de la mélancolie. C'est complexe parce que en fait du coup il y a plein de rumeurs qui circulent autour de lui, il y a des rumeurs qu'on va débunker. Et voilà, ça va se révéler plus difficile et plus compliqué que ce que laissent paraître les rumeurs, donc ça c'est cool. Mais également il y a des rumeurs qui sont vraies, quoi, tu vois. Et c'est pas pardonnable, c'est pas justifié. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est que, en fait, il y a des fois où t'as de la peine pour lui dans le présent, et d'autres fois où il est juste dégueulasse. Mais il y a quand même des bouts d'humanité qui vont se révéler dans le présent chez lui, et ce sont des bouts d'humanité qui notamment transparaissent à travers la poésie. Donc en fait la poésie comme la littérature ça a une place très importante. Déjà la poésie c'est une arme parce que c'est grâce à un poème d'amour que Wei pourrait le tuer. Mais la poésie, le fait d'écrire des poèmes, c'est également une manière d'exprimer notre identité, notre sensibilité, notre authenticité. Et Teren, il est connu même aujourd'hui, je dis aujourd'hui comme s'il vivait encore maintenant, mais il est connu pour être un véritable génie dans cette discipline, pour réussir à composer des vers qui sont très doux, très magnifiques, waouh. Moi en tout cas, je m'exprime pas de manière poétique, mais très juste en tout cas. Par exemple, il y a des vers qu'il avait écrits quand il était enfant qui montrent son niveau d'empathie, d'humilité, de bienveillance, d'ouverture d'esprit. Et du coup, tu te dis, est-ce que cette qualité-là transparaissent encore chez lui, dans ses écrits, dans ses poèmes? Et en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas accès à ces poèmes d'aujourd'hui. Ça a nourri un peu cette frustration dans cette quête de vérité, parce que quand il écrit des poèmes, on le voit écrire des poèmes, mais on ne sait pas ce qu'il écrit. Et du coup, c'est comme des moments suspendus où il est seulement avec lui-même, où il renoue peut-être avec son humanité, mais de manière solitaire, il ne le partage pas avec les autres, il ne le partage pas avec nous, pas non plus avec Wei. Et du coup, il y a quelque chose qui est assez doux, amer en fait, parce que tu le vois, tu te dis, à ce moment-là, il est humain, et après, l'instant d'après, il se conduit comme un monstre, quoi. Et je trouve que l'arme du poème d'amour, en fait, c'est trop une bonne idée, parce que du coup, ce poème-là, ça va être un reflet de notre humanité, et du coup, ça doit obliger Wei à vraiment plonger en profondeur dans la vie de Teren, essayer de le comprendre. Et c'est ironique parce que du coup, pour tuer ce monstre, il faut montrer que c'est pas simplement un monstre. Il faut se concentrer sur les aspects qui font qu'il est possible quand même de l'aimer. Et du coup, je trouve que ça rend l'acte de tuer encore plus humain et réfléchi en quelque sorte, parce que tu veux pas juste tuer un monstre parce que c'est un monstre. T'es prêt à tuer la personne en dépit du fait que t'es conscient de ses qualités en tant qu'humain. Waouh! En fait, c'est trop poignant et puis du coup, ça nous permet de nous plonger dans son passé et d'apprendre à pas le juger malgré toutes ses atrocités. Mais voilà, du coup, je trouve qu'il y a un côté très poétique en fait dans l'usage de la poésie. Ça te fait poser la question, est-ce qu'il faut le laisser vivre? S'il accède au pouvoir, vu comme il est instable, c'est pas ouf. Et en même temps, en fait, plus t'avances, et plus j'étais... Oh, mais oui, mais l'enfant... Du coup, si on le tue, c'est l'enfant qui meurt, mais peut-être qu'il est déjà mort. Bref, en fait, j'étais torturée. Vous m'avez compris. Du coup, j'aimerais parler de l'atmosphère poétique qui est assez prégnante. En fait, la poésie, c'est présent partout, que ce soit sur le poème d'amour, que ce soit dans les poèmes de Teren, et également au niveau de l'atmosphère, plus en arrière-plan, notamment à travers des paysages qui prennent vie, des paysages qui sont très visuels, qui, au rythme des saisons, vont changer et qui vont instaurer une atmosphère assez présente. Par exemple, en hiver, avec la neige et tout, t'as l'impression que le temps s'arrête. Genre, c'est pas un truc inédit, mais ça marche, ça fonctionne vraiment bien. En fait, ça renvoie pas mal à l'ambiance dans les peintures chinoises, avec ce ton qui est assez doux, assez contemplatif, voire mélancolique. Et du coup, à travers la poésie du texte, t'as l'impression d'accéder à une poésie également visuelle en t'imaginant ces paysages. T'as des éléments de la nature aussi qui sont récurrents et qui ont une portée symbolique assez forte. Par exemple, t'as un pavillon qui s'appelle le palais du printemps éternel, un truc comme ça, où t'as un pêcher qui fleurit toute l'année. Le pêcher, il revient, et le pêcher, de ce que j'ai vu, c'est un symbole de vitalité, d'unité. C'est en étroit lien avec notamment le fait que ça réunit Maro et Teren quand ils étaient enfants. Il y a un peu ce sentiment d'unité. Et le péché, quand il est contemplé ou quand il est délaissé, ça donne un écho plus poétique et plus symbolique et plus poignant à l'évolution de l'histoire. Et après, il y a d'autres choses. Par exemple, il y a les peluches de Teren quand il était enfant.
Il y a les poissons également qui incarnent une certaine vision de la liberté et en fait ça permet d'exprimer de manière plus détournée les sentiments, la souffrance, la solitude de certains personnages. Et j'aime trop parce qu'il y a vraiment une humanisation à travers la nature, à travers la poésie. Ça donne limite une dimension spirituelle, voire universelle à l'histoire et aux sentiments. En parlant de spiritualité, il y a une proximité très forte avec tout ce qui est de l'ordre du spirituel, de la foi. Ça parle beaucoup de foi, ça parle beaucoup du respect aux ancêtres, du fait de les honorer et de croire en eux. À la lumière de certains événements, je trouve que ça rajoute quelque chose de très poignant. Le fait de croire à un ailleurs, de croire à un au-delà qui est meilleur que tout ce qu'on subit ici, comme une sorte de délivrance en fait. Je trouve que ouais, ça accentue un peu ce rapport à la souffrance et à tout ce que les personnages endurent. Entre parenthèses, ça me rappelle une petite discussion que j'ai eue avec un client qui me parlait de la foi et qui me parlait du fait qu'en fait, il croyait, il était croyant, pas beaucoup, moins croyant que beaucoup de croyants, mais quand même croyant parce que il a besoin de croire en quelque chose. Et ce besoin de croire en quelque chose, on le retrouve fortement ici. Et ça donne une dimension, mais en fait, c'est fort. Ouais, il y a un truc très solennel, en fait, très... voilà, je sais pas quoi dire. Ce ton poétique, ça donne également une dimension très puissante au sujet de l'amour, qui est donc le propos principal de l'œuvre. La phrase sur la couverture, c'est littéralement «l'amour est une arme». Donc là, j'aimerais basculer sur du coup le sujet de l'amour et comment ça s'incarne à travers les relations. Parce que waouh, waouh, oh, j'ai enfin atteint cette partie, c'est ma partie préférée. Alors, au niveau des relations, on va parler d'abord de Wei et Teren, donc l'héroïne et le anti-héros. Alors, ce n'est pas une histoire d'amour. Parce que j'ai vu sur BookNote, par exemple, c'était écrit un Enemies to Lovers, un truc comme ça. Peut-être romantécie, je sais plus. Non, 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 ce n'est pas une romance. Il y a des petits trucs, vous pourrez peut-être les interpréter sous le prisme de la romance. Moi, je trouve ça un peu dommage parce que je pense pas que ce soit une romance. Je pense que c'est une réflexion plus large, plus globale sur l'amour, sur est-ce que c'est possible et comment aimer quelqu'un que tu détestes en même temps, comment aimer une personne sans lui pardonner tous ses crimes. Du coup, c'est une relation qui est plus ambiguë. C'est bien parce que si c'était romantisé, j'aurais pété un câble parce que Teren est horrible avec elle. Il la considère comme un bouc émissaire pour qu'il puisse rejeter toute sa haine des injonctions parce qu'il sait qu'elle peut pas se tourner vers quelqu'un, parce qu'elle a aucune influence, elle a aucune famille influente vers qui se tourner, du coup elle peut pas se plaindre et en fait c'est hyper pathétique de sa part, mais je vous l'ai dit, en fait il est détestable parfois, mais vraiment il est pathétique. Et ouais, quand elle essaie de se rapprocher de lui, en fait c'est pas linéaire, parfois ça va, parfois c'est horrible, parfois oh voilà, et en fait tu sais jamais à quoi t'attendre et avec elle en fait tu subis le caractère aléatoire de Teren. Et même quand ça évolue, je vous dis pas jusqu'où, mais je considère pas Teren comme amoureux de Wei parce qu'il y a ce sentiment de subordination, d'emprise qui persiste et Teren, je trouve qu'il connaît pas assez Wei en fait. En fait, il a une carence affective depuis son enfance parce qu'il a eu une enfance assez difficile. On se prend d'attachement, enfin on comprend pourquoi il est devenu comme ça, mais on lui pardonne pas. Mais c'est intéressant de voir comment il est devenu comme ça. C'est vraiment très intéressant. Mais donc, selon mon interprétation personnelle, hein, c'est pas vraiment peut-être ce qui est dans le roman, mais selon moi, je trouve qu'il épuise un réconfort, un soutien désespéré dans la relation avec Wei, mais parce qu'en fait, c'est la seule personne à ses côtés. Et donc, ça évolue en une sorte de dépendance. Teren, il sait pas réagir. Teren, il est encore très immature, parfois il réagit comme un enfant, et j'aime bien parce que et son attitude n'est pas glamourisée. Parfois, il est vraiment pitoyable. Après, il y a des moments où je me suis dit, là, ces moments-là, ça va faire fangirler un peu. Il y a des moments un peu de l'ordre de la romance, entre guillemets, qui peut faire un peu fangirler, fanboyer, où t'es en mode, bon, là, l'autrice, elle s'est fait un petit kiff, quoi. Mais sinon, globalement, Teren, il est trop instable, en fait, pour Wei. Wei ne mérite pas ça. Wei n'est pas une infirmière, ok. Elle n'est pas là pour le soigner. Moi, en tout cas, c'était ce que je voulais tout du long. Teren, comme je t'ai dit, son rapport au monde se traduit à travers la violence, en fait. Il réagit de manière tordue, de manière excessive. Et du côté de Wei, ce que j'ai aimé la plupart du temps, c'est que ça reste très pragmatique. En fait, il y a un côté très calculateur de sa part, et ça, j'aime trop. En fait, elle a une vision plus grande des choses que Teren, qui lui, il est plus fixé sur lui-même parce qu'il déteste tout le monde, alors que Wei, elle agit pour une cause plus grande.
et donc ils sont pas sur la même longueur d'onde. Pour moi, il n'y a pas de romance qui peut être possible parce que ils ont... Enfin, bref, voilà, je vais pas rentrer dedans, mais voilà, si vous l'avez lu ou quand vous l'aurez lu, n'hésitez pas, on peut en parler. Mais c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'il y a toujours ce décalage. Il y a des moments de rapprochement, mais c'est amer parce que voilà, il y a parfois des moments de distanciation, ouais, de distanciation, des moments où ça manque d'honnêteté, des moments. Mais en fait, il y a des moments incroyables aussi. Il y a des moments, c'est beau, mais il y a aussi des moments cruels. Voilà, je vais rester un peu vague comme ça, c'est pas trop spoilant, mais en fait, il y a de tout. Et en fait, ça te fait naviguer dans mille et un sentiments. C'est trop bien. Et du coup, pour reprendre la phrase de la couverture, l'amour est une arme. C'est vrai, c'est une arme déjà avec le poème d'amour, parce que ouais, c'est en aimant Teren qu'elle peut le tuer, mais également parce que elle est motivée par son amour pour les autres, pour son village, pour son petit frère, pour sa famille. C'est ça qui la motive à endurer les caprices de Teren, à endurer l'environnement impitoyable de la cour. Elle puise de la force dans ses attaches, alors que Teren, lui, il se laisse partir à la dérive, il se laisse se détacher des autres, il déteste tout le monde et il considère tout le monde comme ses ennemis et il puise seulement sa puissance dans sa cruauté et son pouvoir. Et en fait, c'est ironique. J'y reviens. Je suis désolée si je me répète, si c'est assez redondant. Mais en fait, je trouve ça ironique et tragique parce que Wei, c'est l'une des seules personnes, voire la seule personne, qui va prendre le temps de connaître en profondeur Teren, qui va voir au-delà de sa carapace de monstre. Mais en fait, c'est pour le tuer. Et en fait, du coup, t'as l'impression que Teren, dans tous les cas, il est voué à être vaincu. T'as l'impression que Teren, il est voué à ne plus jamais être heureux parce qu'il peut plus créer de connexion avec les autres et la seule personne qui crée une connexion avec lui, bah elle est là pour le tuer. Et en fait c'est tragique et en même temps d'un côté tu te dis ouais bah en même temps elle a mérité parce qu'elle a aussi tué des gens, il est horrible blablabla, mais en même temps tu te dis oui mais bon c'est quand même le produit de son environnement, en fait ça dépasse en fait. C'est ça qui est horrible, c'est que tu as l'impression que c'est un tout, c'est le produit de d'autres monstres et du coup tu te dis ouais mais lui du coup s'il meurt est-ce qu'il faut également punir les autres? En fait ça rappelle pas mal Monster. Monster c'est exactement ça, genre un monstre qui est le produit de d'autres choses, de d'autres facteurs. C'est qui le véritable monstre? Ça c'est trop bien. Bref. Je suis désolée, j'ai l'impression d'avoir été assez brouillonne et pas très compréhensible parce qu'honnêtement j'étais crevée à ce moment-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que je trouvais ça tellement triste et tragique de me dire que Wei, si en dépit du fait qu'elle a vu et elle a compris l'humain en Teren, elle décide tout de même de le tuer, bah c'est hyper triste parce que ça voudrait dire que elle juge que l'humain en Teren ne mérite pas d'être sauvé parce qu'il y a trop en jeu au niveau du pouvoir, au niveau de l'avenir du peuple. Et en fait, il faudrait sacrifier un humain pour le bien du peuple et il faudrait arrêter ce monstre-là, mais en même temps, arrêter ce monstre-là, ça voudrait dire également détruire la parcelle d'humanité qu'on perçoit parfois. Et je vous jure, quand on apprend à connaître et à sympathiser avec l'enfant qu'il a été, c'est déchirant. Pour moi, j'étais tourmentée parce que je me disais d'un côté, j'ai envie qu'il meure. D'une part pour le plot, pour le côté angsty que j'adore, et aussi pour respecter le ton tragique, le ton assez pragmatique des choses que je vous ai déroulées depuis le début. Et en même temps, bah, je voulais pas le voir mourir parce que je me disais: «Mais ça voudrait dire que l'enfant en lui serait voué à être détruit, à disparaître, alors qu'il a rien demandé, alors que c'est une victime, mais tellement, tellement tragique». Et du coup, je culpabilisais parce que j'éprouvais également de la sympathie pour lui dans le présent et je l'ai pas mentionné cette culpabilité, mais vraiment ça me bouffait parce que je me disais: «Mais je peux pas, m'être attachée, je peux pas être touchée, parfois être, un peu attendrie par lui dans le présent, c'est pas possible». Et les moments où voilà, il m'adoucissait et bah et je voulais pas, j'étais en mode, j'étais dans le déni, je me disais: «Mais je peux pas parce qu'il est horrible, il commet des trucs abominables» et ça me révoltait. Mais d'un autre côté, bah, avec ce spectre de l'enfant en lui, ça qui me hantait parce que je me suis tellement attachée à cet aspect de lui, et bah, je pouvais pas m'empêcher quand même de l'aimer tout en le détestant. Et c'est incroyable comme sentiment. Et du coup, d'un côté, je voulais que Wade le tue absolument. Je voulais pas qu'il y ait genre des sentiments qui s'épanouissent entre eux parce que ça aurait tranché trop lourdement avec le ton du récit. Mais d'un autre côté, bah, je me disais, bah ouais, mais Teren, j'ai pas envie de le voir disparaître. Et est-ce que... Enfin, en fait, c'est horrible parce que du coup, il mérite pas vraiment de seconde chance. Enfin, est-ce qu'il mérite une seconde chance? Qui suis-je pour dire qu'il mérite pas de seconde chance? C'est juste qu'il m'a tellement horrifiée. Mais d'un autre côté, t'as quand même envie de lui accorder une seconde chance, t'as quand même envie de faire ressurgir, de laisser l'opportunité à l'enfant en lui, la personne qu'elle a été, de revenir parce qu'il était tellement précieux et tellement incroyable et tellement gentil et pur.
Mais en même temps, bah, c'est trop tard, comme je l'ai dit. Voilà, j'arrête de babater, je vous laisse, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, mais je voulais vraiment insister sur ça, sur ce tourbillon de sentiments. Mais voilà, du coup, je trouve qu'il y a vraiment un côté très poétique dans son écriture, où avec le fait où tu te tortures l'esprit, où tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce personnage, quoi. Après, voilà, je pense que ça dépend des sensibilités, mais moi, je savais pas quoi faire avec lui. Et je savais encore moins quoi faire avec lui quand on le découvre à travers sa relation fraternelle. Et du coup, bah, j'aimerais parler voilà, du gros point fort pour moi, je trouve, sont les relations familiales, les relations entre frères et sœurs. Le développement des relations fraternelles ici, pour moi, ça constitue vraiment mon aspect poétique préféré. En fait, j'aurais pu le mettre dans la partie politique parce que évidemment c'est très lié à la politique avec les deux frères qui doivent s'entre-déchirer, comme je le répète depuis tout à l'heure. Mais c'est vraiment la vibe poétique, les mises en scène poétiques entre eux qui m'ont vraiment marqué et qui font que j'ai vraiment savouré leur relation. Alors d'un côté, on a Wei qui a donc un petit frère Pao pour qui elle est prête à tout. Il constitue sa principale source de motivation pour souffrir, pour accéder au pouvoir, pour subir tous les préjugés, toutes les souffrances, toutes les mises à l'épreuve, pour permettre à Pao d'embrasser l'avenir qu'il mérite. Et d'un autre côté, on a Maro et Teren qui, eux, sont des frères qui s'entre-déchirent dans une rivalité, dans une guerre fratricide. Et en fait, ils se détestent dans le présent, c'est glacial contre eux, alors que dans le passé, il y avait vraiment une complicité très forte entre eux. Et en fait, j'ai aimé voir les parallèles entre ces deux relations fraternelles, comment l'amour pouvait survivre ou s'écraser face au pouvoir. Tu vois comment la politique, l'environnement politique, le pouvoir peut détruire les relations fraternelles de plusieurs façons. D'un côté, on a Wei, au tout début, a dû enterrer sa petite sœur, avec qui elle avait déjà imaginé un avenir où elle serait une grande sœur, hyper complice avec sa petite sœur et tout. Et là, à cause du pouvoir qui en a rien à foutre du peuple, et bah il y a des gens qui meurent de faim, il y a des frères et sœurs qui meurent de faim. Et d'un autre côté, bah, ça tue également les frères qui sont au sein du palais, qui les force à se séparer. Je trouve que le choix de la destruction de relations fraternelles, je trouve que c'est un choix assez poignant particulièrement parce que je trouve avoir un frère ou une sœur, c'est comme avoir un ami pour la vie, avoir un complice, avoir un égal avec toi. Tu sais que tu pourras toujours compter sur la personne. C'est quelqu'un également qui te donne un but parce que tu as envie de la protéger et notamment si c'est ton petit frère ou ta petite sœur, et là c'est le cas. Et du coup, te priver de ce petit frère, de cette petite sœur, c'est comme te priver de l'un des liens les plus épanouissants. C'est comme une atteinte assez forte à tout ce qui est de plus innocent. Et dans le cas de Wei et Maro, bah, leurs petits frères, du coup Bao et Teren, ça incarne pour eux cette source de motivation, cette forme d'insouciance pure et tellement précieuse, et ça leur donne un but dans la vie et ça leur permet également de conserver leurs valeurs humaines. Wei, elle est inspirée par la manière de vivre de Bao, le fait qu'il déborde de joie de vivre, il est courageux, qu'il est fort à sa façon. Et Maro, quand on le découvre, quand ils sont enfants, Maro, il adore Teren parce que Teren, il attend rien de Maro en tant que futur souverain, il aime juste en tant que petit frère, il apprécie les gestes simples de Maro, il apprécie pour ce qu'il est, et il nourrit son envie de protéger sa famille sans être un fardeau, tout en lui rappelant sa noblesse d'âme, tout en lui rappelant les valeurs qu'il ancre dans son identité. Encore une fois, j'ai vu un parallèle qui est assez poignant parce que d'un côté, Wei, elle y puise une source de motivation pour rester humaine et pour conserver ses valeurs, ses attaches familiales à travers son amour pour Bao, alors que pour Maro et Teren, la famille, ça constitue une attache qui est justement dangereuse, comme une potentielle trahison qui pourrait les tuer. Pour parler un peu plus de Maro et Teren, en fait, j'ai beaucoup aimé comment la rudesse de l'environnement pouvait trancher avec le débordement d'amour qui existait entre les deux frères. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est un amour, quand ils étaient jeunes, qui s'incarnait de manière très physique, avec beaucoup de gestes d'affection entre eux, très purs. Et en fait, ça agissait pour moi comme une sorte de résistance face du coup à cet environnement politique, face aux injonctions qui leur imposaient d'être forts, d'être austères. Je me suis dit que en fait c'est un système très sexiste et très masculiniste également en quelque sorte parce que du coup ça les réfrène dans leur sensibilité, enfin ils ont pas vraiment le droit, enfin c'est mal vu en tout cas le fait d'exprimer leur sensibilité parce que c'est vu comme une faiblesse et du coup les voir quand ils étaient enfants, quand voilà ils se prenaient dans les bras, en fait ça semble rien, mais dans un monde, dans un univers, dans un contexte aussi rude, aussi cruel, où tu morphes à beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages, ça fait du bien et en fait ça fait tellement mal au cœur parce que tu te dis encore une fois, mais attends, mais
Teren, c'était cet enfant-là, quoi. Et leur complicité et l'expression de leur sensibilité se traduisaient également à travers la poésie. Parmi leurs nombreux jeux d'enfants, il y a un jeu auquel ils aimaient bien s'adonner, c'était le fait d'écrire un poème en duo. Du coup, t'en as un qui récite des vers et l'autre complète avec ses vers à lui. Et c'est une manière très belle de montrer l'harmonie de leurs esprits, je trouve. Et du coup, ça donne lieu à des poèmes. J'avoue, j'ai pas tout compris parfois, mais c'est juste au niveau des vibes, c'est trop beau et tu te dis, waouh, en fait, ils ont composé à eux deux et c'est beau en fait pour ce que ça représente. Parfois la signification elle est assez transparente, voilà, la métaphore elle est pas si deep que ça. Et parfois j'avoue je comprends pas trop, mais franchement c'est beau. Voilà. Et il y a un aspect très doux aussi dans le déploiement de leur imaginaire parce que comme j'ai dit ils vont s'inventer plein de jeux, une vie ailleurs, etc. Et il y a un côté un peu amer parce que du coup ça montre à quel point ils peuvent ne pas être satisfaits de leurs conditions, mais ça amène également un souffle qui est assez rafraîchissant parce que ça permet de montrer qu'ils ont de l'espoir en l'avenir, qu'ils se projettent dans l'avenir. Et ouais, c'est ce qu'elle fait pour Bao parce que c'est ça qui la motive pour aller de l'avant. Mais ce qui est amer, c'est que du coup, tu vois Maro et Teren quand ils étaient enfants, ils avaient l'esprit rempli de rêves, rempli d'aspirations, rempli d'imagination. Maintenant, ils sont ancrés dans leurs devoirs, ils sont rattrapés par leurs devoirs. Et tu vois toutes les pertes en rêve, en espoir. Et c'est dur en fait de comparer parce que ils partagent plus du tout la même mentalité et ils sont obligés en fait de se conformer à un autre idéal, l'idéal des autres. Et du coup, la tâche entre Teren et Maro est très forte, mais ça va également être le point qui pourra les détruire le plus, quoi. Et on voit comment cet environnement-là, ça peut tellement modeler l'enfant, mais de manière tellement toxique, en les dépouillant de leurs rêves, de leurs idéaux, et combien c'est dur de rester fidèle à soi-même quant à les aspirations des autres qui vont polluer, qui vont prendre le dessus sur ta quête du bonheur. Il y a des mises en scène, tu vois comment l'enfance est polluée à travers des mises en scène. Je trouve que c'est tellement parlant et ça a vraiment touché ma sensibilité où tu vois la dynamique de Teren et Maro quand ils sont rattrapés par leurs devoirs, par les attentes des autres, comment ça change. Par exemple, t'as tout un truc avec leurs jeux d'enfance, par exemple, et l'usage de ces jeux d'enfants et même avec l'usage du poème d'amour, t'as l'impression que ça montre que l'amour et que les sentiments, en fait, à un moment donné, ça va être inévitablement instrumentalisé au profit d'une autre ambition plus grande, plus ouais je sais pas comment dire, autour du pouvoir quoi. Tu vois en fait comment petit à petit les regards affectueux qui s'échangeaient, ça va se transformer en des regards qui sont secs, qui sont durs, qui vont se jauger à travers la perspective du pouvoir, à travers ce qu'ils valent en tant que futurs souverains et à travers cette forme de rivalité entre eux qui va naître inévitablement et pas à travers les qualités humaines. Ils vont se déshumaniser à travers les regards les uns des autres et en perdant cette attache qui les gardait humains parce que par exemple pour Maro c'était Ren qui le considérait comme son grand frère qui parvenait un peu à le rappeler qu'il était humain et qu'il pouvait se montrer vulnérable et tout. Quand tu perds ça, voilà quoi. Et du coup ça montre une fois de plus comment l'amour peut être une arme parce que la personne que tu as aimé le plus et qui t'aime le plus, ça peut être également la personne qui peut te porter le coup final. Leur séparation, c'est pas amené de manière linéaire. Il y a des moments de déchirement, après de réconciliation, il y a également des occasions manquées, des dialogues manqués, des moments où c'est pas le bon timing, où t'as l'impression que l'espoir affleure avant de s'évaporer à cause de d'autres facteurs extérieurs. Tu sens qu'il y a un spectre de complicité en arrière-plan, tu le guettes et tu te dis est-ce qu'il va réussir à devenir plus concret de nouveau? C'est seulement dans le présent où il n'y a aucun espoir. C'est froid. Il n'y a presque aucune scène entre eux ou alors il n'y a rien. Et en fait, ce changement drastique, c'est très percutant et c'est horrible. C'est comme une histoire d'amour impossible, mais du coup fraternelle. J'aimerais parler de la fin. Voilà, sans spoiler, il y a des moments où j'étais pas très convaincue de certaines tournures, de certains choix narratifs, mais la dernière scène. En fait, quand je repense à ce roman, c'est souvent la dernière scène qui me revient en tête. Et c'est pas une scène genre phénoménale, mais c'est une scène qui touche pile dans ma sensibilité. Pile dans ce qui peut me bouleverser le plus. Et je m'y attendais pas. Et en fait, du coup, parfois j'y repense, parfois j'écoute des musiques que j'écoutais pendant ma lecture. Et je repense à cette scène et je pleure, en fait. Et encore, maintenant, genre 2 mois plus tard. 2 mois? Déjà 2 mois? Waouh! Tant que ça apporte par rapport au récit tout du long, avec tous les sentiments qui ont été charriés, tout ce qu'on a traversé. Je trouve que c'est très fort et c'est
très bien pensé et c'est pour moi l'une des meilleures scènes que j'ai lues ever. Voilà. Donc voilà, comme vous l'avez compris, ce livre m'a pas mal fait souffrir. C'était pas mal amer, mais en fait, j'en garde également un sentiment très fort par rapport à ce que ça dit de l'amour, par rapport à comment l'autrice déploie ce sentiment à travers la narration, avec la naissance de l'amour, avec sa destruction, avec sa persistance, face à des épreuves qui sont tellement cruelles, qui sont bien pensées, qui sont ardos, mais qui sont tellement humaines. Du coup, j'ai trouvé très saisissant ce contraste entre ce ton impitoyable autour de la politique, avec les injonctions patriarcales, les complots, la fatalité de certains destins, avec cette douceur poignante, mélancolique, à travers la pureté des enfants, les relations fraternelles, tout ce propos autour de l'imagination, de la beauté, de savoir écrire, de la beauté de la poésie, de la foi aussi. Je trouve que ça donne un ton qui est très solennel et et en fait, j'aimerais. En fait, c'est horrible parce que je sais que ces vidéos durent déjà beaucoup de temps, mais j'ai l'impression que j'ai pas assez parlé de Maro et Teren. Ça m'a un peu rappelé Heaven of Vicious Blessing et Muda Tsuche de Grandmaster of the Demonic Cultivation, je crois, où t'as des relations fraternelles, amicales qui sont tellement puissantes, qui sont très nuancées, avec un lot de richesse sentimentale, émotionnelle, psychologique, qui est assez ouf à voir, où tu sais pas quoi ressentir parce que quand c'est horrible et quand c'est cruel, quand c'est impitoyable, tu comprends parce que tu assistes en direct à la vulnérabilité des personnages et du coup ça te touche et après parfois ils te révoltent, ils te dégoûtent et après après tu comprends, après ça t'attendrit et en fait tu sais pas quoi penser, t'es en mode en fait c'est ça l'humain, en fait c'est ça la vie, genre il n'y a pas de leçon, il n'y a pas de solution, c'est juste un foutoir. C'est beau quand ça arrive à se retranscrire en roman comme ça, à travers des histoires de personnages qui te marquent, des personnages bouleversants, des personnages aux multiples facettes, imprévisibles, avec une poésie, une beauté dans leur écriture. J'allais dire dans l'existence, mais oui, maintenant ils existent, ancrés en moi, quoi. J'ai parlé tout du long de la force de l'écriture, de la littérature, en fait, tout le roman en lui-même, c'est un exemple, en fait, d'à quel point la littérature, ça peut être tellement puissant. Je crois que j'ai fini, je crois qu'il était temps. J'espère qu'au montage, je serai satisfaite du résultat parce que en fait, ça compte beaucoup pour moi et j'espère vraiment que j'ai réussi à vous retranscrire ce qui m'a tellement touchée dans ce roman, mais les points à garder essentiellement. Non, il y a plein de points, je peux pas faire un classement. Mais vraiment, mention spéciale à Teren qui m'a. C'est un personnage. J'aime trop ce genre de personnage. Mais vraiment, en fait, j'aime trop parce que c'est pas romantisé ou c'est pas glamourisé, c'est juste un personnage. Enfin, tu t'intéresses à lui à travers son humanité, à travers également sa monstruosité, ses complexes, et vraiment Maro et Teren, quoi. Mais leur relation fraternelle, mais merci. Vraiment, et je me dis, c'est le premier livre de l'autrice, et je trouve qu'elle a réussi à sortir un peu des sentiers battus, à sortir un peu des manières assez prévisibles d'écrire des histoires, d'écrire des relations entre les personnages, parce que Maro et Teren, je pense qu'il y a ce genre de relation fraternelle dans d'autres récits, mais la manière dont c'est amené, à travers les mises en scène, comme j'ai dit, poétiques, à travers leurs vibes, c'est à travers leur personnalité, et comment ils se complétaient, et comment ils pouvaient s'entre-déchirer, et diverger, et bref, la manière dont c'est fait, la manière dont c'est pas linéaire aussi, parce que c'est bordélique, parce que c'est juste humain. J'aime trop comment ça m'a maintenu en haleine, mais c'était génialissime. Et pour les ingrédients que du coup j'ai cités au tout début, je me dis, mais waouh, mais conseillez-moi ce genre de roman avec tous ces ingrédients-là, mais je vais passer ma best life en fait. Voilà, c'est tout. C'est tout, entre gros guillemets. J'arrête de vous prendre en otage. Est-ce que ça vous a convaincu? Est-ce que c'est votre type de lecture? Est-ce que ça vous rappelle d'autres ouvrages, même s'il n'y a pas tous les ingrédients, mais voilà, des relations fraternelles déchirantes, amères, attendrissantes, l'amour avec un grand A aussi, des complots politiques, des intrigues de cour. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. En fait, j'ai juste une fois de plus envie de parler de Maro et Teren, mais j'en parlerai peut-être au fur et à mesure de l'année, dans mon top final des relations les plus bouleversantes que j'ai pu rencontrer durant cette année-là aussi. Et voilà. Je sais que j'ai manqué de beaucoup de points aussi, hein. En fait, il y a plein de choses aussi
mais j'ai pas le temps. Bon, bref, les gars, j'arrête de blablater, j'arrive plus à m'arrêter là, j'arrive plus. En fait, c'est l'un de mes sujets préférés, donc j'arrive plus. Merci, je vous laisse et j'espère vous retrouver pour d'autres nouvelles aventures aussi incroyablissimes, aussi mémorables, aussi légendaires, aussi mind-blowing, aussi... je sais comment ça se dit, qui change ta vie quoi. À bientôt peut-être, je sais pas, j'espère, salut.